Alors, est-ce que l'agrivoltaïsme peut être aussi une solution pour les productions de fruits et légumes, à la fois pour une aide à la production, mais aussi pour un revenu pour le producteur? C'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui avec Christian Duprat. Vous êtes directeur de recherche en agroforesterie et agrivoltaïsme à l'INRA. Et bonjour, merci d'être là. Stéphanie Ampinet, déléguée générale de France Agrivoltaïsme, rebonjour et merci aussi d'être là. Loïc Mérès, vous êtes de la société Enoé, rebonjour aussi, allez-y, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous avoir rejoints, on verra. Et André Bernard, vous êtes agriculteur dans le Vaucluse, vous avez des tas de présidences, mais vous êtes aussi administrateur de France Agrivoltaïsme, où vous représentez les chambres d'agriculture, mais vous êtes aussi producteur de fruits et légumes, mais plutôt pour la filière transformée. Les deux. Les deux. Les deux aussi. Puisque il y en a qui en parlent, moi je le fais. Ça c'est pour moi, André. Christian Duprat, un grand merci pour deux raisons. D'abord parce que vous m'avez dit oui tout de suite quand je vous ai invité il y a quelques mois. Et puis parce que vous rentrez de Corée, c'est ça? De Corée du Sud, où vous étiez au congrès mondial de l'agrivoltaïsme. Alors j'ai vu, en cherchant un peu, que le premier congrès mondial a eu lieu il y a quelques années, ici même à Perpignan. C'était le Covid, donc il a été finalement en ligne. Il devait être au Palais des Rois de New York. Bon, mais le symbole était qu'il devait être à Perpignan. Il devait être à Perpignan. Donc nous sommes dans des terres d'agrivoltaïsme. Alors première question déjà, mais finalement, de quoi on parle quand on parle d'agrivoltaïsme? Alors, on parle de produire de l'énergie sur les terres agricoles en même temps que la production agricole et non pas à la place de la production agricole. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas un changement de destination des terres, elles restent agricoles. Mais quand vous faites de la recherche et que vous modélisez le fonctionnement des plantes, vous vous rendez compte que les plantes, en gros utilisent un tiers du rayonnement solaire. Donc il y a 2/3 du rayonnement solaire qui ne sont pas utilisés par les plantes, quelles que soient les cultures. C'est une valeur assez moyenne pour toutes les cultures. Ce rayonnement, qu'est-ce qu'il est? Il chauffe le sol, il sert aux adventices, il est réfléchi vers l'atmosphère. Et l'idée, c'est qu'on pourrait aussi le récupérer et le transformer en énergie, en électricité. Et aujourd'hui, les capteurs photovoltaïques sont une des manières les plus efficaces de transformer directement le soleil en énergie. Donc l'idée, c'est de faire les deux en même temps sur les parcelles. Donc d'avoir quand même une activité agricole, mais une production d'énergie. Absolument. Alors l'idée, c'est de mettre des panneaux au-dessus des cultures, entre les cultures, autour des cultures. Il y a plein de manières de le faire, mais ce que nous défendons, en tout cas nous, c'est une vision de l'agrivoltaïsme où la culture est prioritaire. Elle continue à produire et à produire quasiment normalement. Alors on aura l'occasion d'en parler parce que les différents pays dans le monde ont des approches un peu variables. Je vous donnerai par exemple un exemple. Le Japon tolère que le rendement des cultures baisse de 20%. Les Allemands sont plus libéraux et tolèrent que le rendement des cultures baisse de 1/3. Les Italiens hésitent et sont dans des valeurs de 1/3 également. En France, la nouvelle loi sur l'accélération des énergies renouvelables est plus ambitieuse et, a priori, on ne tolère pas de baisse du rendement. C'est-à-dire qu'on doit produire autant et en plus faire de l'énergie. Voilà, l'électricité est la cerise sur le gâteau agricole. Alors, on reviendra sur toutes ces expériences. Stéphanie Ampinet, vous représentez avec André Bernard le secteur puisque vous êtes délégué général de France Agrivoltaïsme. Alors, c'est tout neuf puisque tout le secteur est tout neuf et la fédération est nouvelle aussi. Alors, qui êtes-vous? Pas vous, Stéphanie, mais France Agrivoltaïsme. Et que représente aujourd'hui le secteur dans notre pays? Et après, on zoomera sur les fruits et légumes, si vous voulez bien. Absolument, donc merci à tous d'être là. Bonjour. En effet, France Agrivoltaïsme est une jeune association, tout comme cette filière qui est en construction, qui est l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, nous sommes une association qui a été créée en juin 2021 et nous comptons aujourd'hui 90 adhérents en moyenne, 90 adhérents, pardon, qui recoupent près de 10 000 affiliés compte tenu de l'ensemble des fédérations
associations que nous avons et des institutions que nous représentons, comme les chambres d'agriculture France, représentées par André Bernard à mes côtés, et comme la coopération agricole et comme la FNSEA. Enfin, vous avez les membres de notre collège agriculture. Nous avons 3 collèges. En fait, l'important pour France Agrivoltaïsme, c'est d'avoir une représentativité de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que la filière, elle est construite sur 3 jambes, si j'ose dire: l'énergie, l'agriculture et la technologie, puisque c'est cet alliage de ces 3 domaines qui fait l'agrivoltaïsme. Notre vision de l'agrivoltaïsme, elle correspond tout à fait à ce qu'a présenté Christian Duprat. Alors, je compléterai, Christian a parlé de culture, j'ajouterai l'élevage, évidemment, puisque l'agrivoltaïsme s'intéresse à la production agricole au sens large, à la fois les cultures et l'élevage, et que l'idée, c'est effectivement d'apporter une synergie, que l'installation agrivoltaïque apporte une synergie à la production agricole, quelle qu'elle soit. Et pour cela, il faut impérativement, ça fait partie de nos fondamentaux, mettre l'agriculture et l'agriculteur au cœur du projet photovoltaïque qui est en construction. Nous inscrivons dans une exigence vraiment forte, agricole, environnementale et territoriale, puisque un projet agrivoltaïque peut être une bonne idée en soi, mais il faut qu'elle s'inscrive pleinement dans son territoire, parce que il ne faut pas que le projet se heurte à l'acceptabilité locale. Et c'est aujourd'hui un des critères majeurs de la réussite de l'agrivoltaïsme, c'est de réussir on va dire, la bataille de l'appropriation des projets dans les territoires par l'ensemble des parties prenantes. L'acceptabilité, c'est-à-dire ça dénature le paysage, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, mais c'est le paysage. Alors, il y a un certain nombre d'oppositions qui sont posées, en effet, qui peuvent être on parle effectivement du paysage. Au sein de France Agrivoltaïsme, on a une commission RSE qui travaille justement sur ces questions environnementales et sur la façon dont on peut intégrer au mieux les infrastructures dans les paysages, notamment par la plantation de haies qui peuvent camoufler les installations. Et l'idée, c'est de trouver... on sait que de toute façon, on apporte une infrastructure dans un paysage. Donc, il faut être clair, on ne pourra pas faire disparaître. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est l'apport de la structure en termes de protection pour la production agricole et de production énergétique. En fait, l'agrivoltaïsme, c'est à la croisée de 2 enjeux majeurs aujourd'hui qui sont au cœur de l'actualité malheureusement, que sont la souveraineté alimentaire dont on a parlé dans la conférence précédente et la souveraineté énergétique. Donc si on arrive à démontrer, à faire entendre à l'ensemble de la population et des acteurs et des parties prenantes que l'enjeu, il est là en fait, il est de préserver et voire de sauver des productions agricoles et en même temps de répondre à nos besoins énergétiques. Eh bien, du coup, les freins qui peuvent se poser seront peut-être moindres au regard de ces enjeux auxquels il faut absolument répondre. Alors l'enjeu, Christian, et vous-même l'avez bien annoncé, c'est-à-dire il faut faire de l'énergie, mais en préservant notre production agricole. C'est pour ça qu'une loi vient d'être votée, elle est en train d'être mise en place. Où est-ce qu'on en est? Et après, je donnerai la parole à André et à Loïc. Mais où est-ce qu'on en est par rapport à cette loi énergie qui met en place et qui définit l'agrivoltaïsme? Alors, la loi, très clairement, définit l'agrivoltaïsme comme un outil pour la production agricole. Donc, elle doit apporter des services à la production agricole. C'est particulièrement vrai pour les fruits et légumes, pour l'arboriculture fruitière, pour le maraîchage, où on est sur des productions fragiles, sensibles à beaucoup d'accidents climatiques, etc. Et donc, c'est vraiment là que se trouve le cœur de cible de l'agrivoltaïsme, plus que dans les grandes cultures, je dirais. Sur les fruits et légumes, on peut, grâce aux persiennes, aux ombrières agrivoltaïques. Alors, persiennes, ombriennes, il faut définir un petit peu. Oui, les structures agrivoltaïques font de l'ombre. C'est la première chose. L'ombre, ce n'est pas très favorable aux plantes. Il leur faut de la lumière du soleil pour faire la photosynthèse. Donc, il faut doser l'ombre. Et on peut doser l'ombre en mettant la bonne quantité de panneaux sur une parcelle,
ou en faisant bouger les panneaux de manière à les effacer à certains moments pour les cultures. Donc ça, c'est les deux grandes approches. Soit on met la bonne quantité de panneaux fixes, soit on met des panneaux mobiles et on adapte la position des panneaux pour laisser de la lumière aux cultures quand elles en ont vraiment besoin. Ça, c'est vraiment la base. Et donc, ce qui est très important, et la loi insiste beaucoup là-dessus, les systèmes agrivoltaïques doivent rendre service à la production agricole. Et par corollaire, ne pas diminuer la production agricole, ou la diminuer à la marge, à la limite. Et ça, c'est vraiment ce qui est inscrit dans la loi. Il n'y a pas de contraintes spécifiques majeures dans la loi. Les Italiens sont plus contraignants. Ils définissent des ratios, etc. Pour l'instant, c'est assez général, mais des décrets d'application sont en préparation et ils devraient être pris dans l'année. André Bernard, vous êtes producteur, vous utilisez déjà le système d'agrivoltaïsme. Comment on mesure finalement l'impact d'un panneau solaire sur une exploitation, qu'elle soit en fruits, en légumes ou dans d'autres secteurs, en vigne par exemple? Comment on fait pour se dire, comme dit Christian Duprat, ça n'impacte pas et je le garantis, et j'imagine qu'il faut le démontrer au bout de quelques années. Alors, effectivement, j'ai deux cas à présenter, puisque bon, en tant que président de la Chambre d'agriculture, en 2019, on a installé avec la société Sonagri des ombrières dynamiques sur les vignes, et on a pu voir au mois de juin 2019, quand il y a eu la canicule, l'effet. Parce que les souches qui étaient sous les ombrières, elles ont moins souffert de la sécheresse, et elles ont moins consommé d'eau, puisque depuis 5 ans, il y a quand même une armée de personnes qui font des tests, qui analysent, qui répercutent. Donc tous ces travaux sont là. Ça, c'est la partie très théorique avec Sonagri. De l'autre côté, ce que je vis sur l'exploitation, là, on a un peu moins d'enregistrement de données, mais par contre, je mesure ce que nous arrivons à produire. Ce que nous arrivons à produire, c'est largement mieux que ce qu'on peut faire en plein champ, à l'abri des événements climatiques extrêmes, en permettant aux gens qui travaillent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec le plein champ, parce que moi j'ai travaillé devant des haies de cyprès à une époque, et maintenant là on travaille à l'abri, dessous, en termes d'économie, de facilité de travail, en termes d'économie d'eau, en termes de sécurité par rapport à s'il y a quelques grêlons qui tombent, s'il y a du vent ou s'il pleut, et on arrive à produire 14 ou 15 espèces de légumes toute l'année dessous. Voilà. 2,5 hectares, ça fait travailler 2 personnes en permanence, et c'est 6 équivalents temps plein sur l'année en saisonnier. Voilà, donc, et l'année dernière, sur l'exploitation, on a une partie céréales, semences, une partie légumes industrie et l'atelier serre. C'est l'atelier serre qui a permis de dégager un positif. Enfin, c'est le seul atelier qui était positif. Les autres, on a été fortement impactés par la canicule. Alors, la serre, là déjà, je vous dis, elle a été installée en 2019 et elle est utilisée de façon complète depuis 2020. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un nouveau prototype qui va associer ce que vient de dire M. Serroni, c'est-à-dire moduler le taux de lumière avec des systèmes de renvoi. Bon, pas dévoiler le secret parce qu'il faut laisser les gens qui sont dessus le construire. Mais je pense que nous sommes au début de cette aventure-là. Alors effectivement, moi j'ai commencé il y a 15 ans parce que le premier hangar quand même, il est depuis 11 ans sur l'exploitation. Et des cartouches, des coups de fusil, et des coups de pied je pense, j'en ai pris. Mais là je veux quand même juste, j'ai quelques chiffres. La production sur l'exploitation, les 2 hangars, 3500 m² de hangar et 2,5 hectares de serre, c'est quand même 3 800 000 kW. C'est l'équivalent de la consommation de 2000 habitants. Et c'est 140 tonnes de carbone économisé. Sur une année ou sur les... Par an. Donc, et ça permet de produire des légumes que je ne faisais plus, que nous ne faisions plus, parce que les conditions climatiques à l'extérieur ne nous permettaient plus de le faire. Voilà, donc je crois qu'il y a bien cette notion de service rendu à l'agriculture. Et là, je vais prendre ma casquette alors, de national en tant que responsable des calamités agricoles. Quand je vois ce que coûtent les calamités agricoles à l'agriculture depuis quelques années, et qui même si l'État ou les assurances interviennent, la grosse perte, c'est bien l'agriculture qui le prend. Je pense que nous devons travailler à des outils qui nous permettent justement d'atténuer les effets du changement climatique en atténuant la chaleur, en se protégeant du gel, en réduisant la consommation d'eau et en offrant aux gens qui travaillent des conditions de travail un peu nettement améliorées. Donc oui, c'est quelque chose, je disais tout à l'heure avant de rentrer sur le plateau, que je ne sais pas, je n'ai pas fait assez d'études, mais je ne sais pas si dans l'histoire de l'agriculture, on a eu une telle opportunité pour pouvoir continuer à produire de l'alimentaire en améliorant ce que nous faisions par rapport jusqu'à maintenant, tout en produisant l'énergie électrique décarbonée que tout le monde attend.
Parce que ceux qui sont en train de critiquer, je leur dis, mais vous êtes en train de me critiquer, mais vous êtes au téléphone, vous avez une tablette, vous avez la climatisation chez vous et vous avez des voitures électriques. Et l'électricité, vous ne la voulez plus faite à partir de carbone parce que ça pose un problème. Donc on peut la produire sur notre territoire en accompagnant les agriculteurs. Alors, il faut aller plus loin maintenant. Moi, le modèle que j'ai, c'est les énergéticiens qui ont construit. La prochaine étape, c'est effectivement, il faut que l'agriculteur rentre dans le montage et qu'il ait une partie du retour de l'énergie produite en termes de revenus, pour éventuellement permettre, s'il y a une crise sur un marché ou autre, et malheureusement on les connaît, de passer ce cap-là. Et aussi une partie de l'énergie produite qui peut être utilisée par les agriculteurs. Parce qu'on a besoin d'énergie pour les frigos, pour les chariots élévateurs, pour les véhicules électriques et pour tout un tas d'autres fonctions. Donc on peut être autoproducteur d'une partie de notre énergie électrique. Il y a un autre domaine sur lequel il faut qu'on travaille, c'est le carbone, le gaz, mais ça c'est autre chantier. On va y revenir. Mais avant, donc, on a vu un peu en quoi ça consistait, on a vu comment ça se mettait en marche, on a vu un utilisateur. Je voudrais, Loïc Mérès, vous représenter la société Noé. Donc c'est une société qui est spécialisée dans le voltaïsme, mais et qui a une spécialisation dans l'agrivoltaïsme. Et vous êtes en train de développer un projet dans les Hautes-Alpes, c'est ça, sur verger. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. On a entendu la science, on a entendu l'organisation, on a entendu l'exploitant. Maintenant, donc, Enoé est une entreprise, un développeur de projets agrivoltaïques. Pour reprendre ce que disait André Bernard, c'est que c'est d'abord un outil agricole. Le système agrivoltaïque. Donc sa première fonction, son dimensionnement, comment on l'imagine, comment on le design, c'est d'abord pour les besoins de la production agricole. Ensuite, il va produire en effet de l'énergie. Donc son design, sa hauteur, son espacement entre les rangs, ça va être un des éléments, mais également le pilotage dont parlait Christian, donc le système de tracker, est un excellent outil pour justement moduler l'irradiation qui sera portée sur les plantes. Donc voilà, on est vraiment un fabricant d'outils. Et votre projet actuel dans les Hautes-Alpes, il consiste en quoi? Alors c'est un système donc de tracker sur des pommes. Un tracker. Alors tracker, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? C'est un... J'ai pas de visuel sous la main. C'est simplement un panneau qui est monté sur un axe rotatif et un panneau photovoltaïque qui va suivre la course du soleil. Donc il va démarrer le matin plein est et puis il va suivre la course du soleil pour finir le soir plein ouest. Cet outil-là, qui est piloté par un logiciel, peut être à la main du producteur, de l'agriculteur, pour qu'à un moment donné, en fonction des intempéries qui peuvent arriver, pouvoir l'orienter face au vent, face à la grêle ou face à de fortes pluies. Donc voilà l'objet, enfin le système du tracker. L'autre intérêt de cet outil agricole qui est installé sur le terrain, c'est qu'il va être un support pour d'autres, par exemple pour des filets anti-grêle. Donc il va avoir de multiples fonctions qui sont directement la production d'énergie. Et ça, c'est des éléments avec les gelées tardives ou les gelées précoces qui peuvent avoir un vrai impact. Je dois dire, pour travailler sur ces projets depuis quelques années maintenant, on n'attend pas des résultats absolument faramineux en termes de production agricole. On ne va pas multiplier par 25 le rendement agricole d'une parcelle. Oui, mais on va Christian Duprat dit qu'il ne faut pas que ça baisse. Il ne faut pas que ça baisse. Simplement, justement, si les rendements sont stables dans le temps, alors ce sera déjà un bon élément, puisqu'on connaît les prévisions de baisse de rendement dus aux aléas climatiques. Et donc, si on arrive à maintenir déjà les rendements, je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie du boulot. Voilà. Et donc, il faut, je pense, rester modeste. Et on est dans un monde tout à fait nouveau. André Bernard l'a dit, c'est le tout début. C'est encore de l'expérimentation. On hésite, on monte, on démonte, on ajuste. Dans ce domaine-là, je crois qu'il faut rester aussi modeste. Alors, il faut parler sous dans tout ça, parce que quand même, c'est des budgets, c'est des financements, il y a une production,
Donc, j'imagine que le développeur que vous êtes pas un philanthrope, donc il faut que tout le monde gagne sa vie. L'agriculteur doit gagner sa vie. L'énergie, elle devient quoi? Comment tout cela est financé? Et puis, vous prendrez la parole après sur ce sujet. Aujourd'hui, l'essentiel des systèmes d'agrivoltaïsme où l'énergie produite est injectée dans le réseau. Dans le réseau, c'est EDF. Dans le réseau, c'est vendu, sur le réseau à Enedis. L'avenir proche, c'est peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, de pouvoir intégrer une partie de l'autoconsommation pour alimenter la ferme ou pour alimenter les futurs tracteurs électriques. On peut tout à fait imaginer ça, ou la Zoé de l'exploitant. Pour l'instant, tout est injecté. La construction, en effet, coûte beaucoup d'argent. Ce sont de gros investissements. Et donc, la rentabilité, elle est trouvée en vendant l'énergie. Au travers d'un bail amphithéotique de 30 ans à minima, entre 30 et 40 ans, ça va dépendre des développeurs. Bail amphithéotique avec l'exploitant agricole, en fait le propriétaire foncier, à qui il reviendra un loyer ou une partie des revenus de la production énergétique. C'est un partage de valeur. Donc en gros, vous financez l'installation, vous vendez l'énergie, et s'il reste 3 sous, vous les redonnez au producteur? Alors, il ne reste pas 3 sous, il reste un peu de sous. C'est pas mal. La prochaine fois, je dirais qu'il reste 3 sous. Il reste un peu d'argent, et en fait, dès le départ, très en amont du projet, puisqu'il est conçu avec des agronomes, il est conçu aussi avec, évidemment, l'agriculteur. On n'impose pas un système sur un champ ou sur de la culture. Et donc le partage de valeur, on le connaît quasiment du début. Voilà. Et donc on se met d'accord sur le bon équilibre. Il faut dire également aussi que pour certains exploitants agricoles, ce loyer qui va être versé pendant 30, 35, 40 ans permet en tout cas de stabiliser une partie des revenus et d'éviter d'être la proie de la variation des marchés, par exemple. C'est une partie. Christian, et puis après Stéphanie, j'imagine que vous observez, il doit y avoir d'autres modalités. Vous n'avez pas de micro? Ah si, il est là, pardon, excusez-moi. Il y a plusieurs modalités. Comment vous observez cette relation entre le développeur et l'agriculteur? C'est effectivement quelque chose de délicat parce que les niveaux d'investissement sont tels qu'ils sont hors de portée, en général, des agriculteurs, et qu'on a donc une relation assez déséquilibrée entre la production électrique et la production agricole en termes de valeur. Et le risque qu'il peut y avoir, c'est que si l'agriculteur tire un loyer très confortable de la location de son terrain, il ne sera plus très motivé pour le cultiver finalement. Et ça, c'est un vrai risque qu'il faut encadrer en évitant les loyers exorbitants, en évitant la spéculation foncière qui va s'en déduire. Et ce que je voudrais dire, c'est que la rente agrivoltaïque ne va pas être éternelle. On ne va pas faire 1 million d'hectares d'agrivoltaïsme en France. Pourquoi? Parce qu'avec juste 100 000 hectares d'agrivoltaïsme, vous produisez déjà énormément d'électricité. En gros, 5 000 hectares permettent de produire la même chose qu'un réacteur nucléaire. Donc on va, avec 200 000 hectares d'agrivoltaïsme, on ferait autant que tout le parc nucléaire français. Donc on ne va pas faire 1 million d'hectares d'agrivoltaïsme en France. Donc la question qui se pose, c'est de comment on va répartir cette rente agrivoltaïque dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, entre les agriculteurs français, entre les régions, entre les bassins de vie. Et ça, c'est vraiment des décisions politiques à prendre. Et il y a une très grosse décision qu'il faut prendre dès le départ, c'est est-ce qu'on laisse les développeurs faire des très gros projets? Il y en a qui rêvent de projets de 1000 hectares, partagés entre plusieurs agriculteurs, mais quand même de très gros projets. Ou est-ce qu'on fait des plus petits projets de 1, 2, 3, 4, 5 hectares? Et dans un cas, ça bénéficiera à quelques agriculteurs, quelques centaines. Dans l'autre cas, ça peut bénéficier à jusqu'à 100 000 agriculteurs. Donc là, il y a une vraie décision politique. Et par exemple, il y a des pays qui limitent très fortement la dimension des installations. Ils disent non, une installation agrivoltaïque sur une terre agricole dans une exploitation, c'est pas plus de X hectares ou c'est pas plus de X% de la SAU d'exploitation. Voilà des pistes sur lesquelles je pense qu'on réfléchit actuellement. Alors, on va répondre avec André Bernard, mais juste une question. Est-ce qu'on peut faire de l'agrivoltaïsme partout en France ou à un moment ça s'arrête? Ah non, on peut en faire absolument partout. Il faut quand même bien savoir qu'en photovoltaïque, les Allemands, qui sont globalement nettement plus au nord que les Français,
ont installé 4 fois plus de capacité productive que les Français. Non, il n'y a pas de limite de latitude à la production photovoltaïque. Elle est un peu moins rentable dans le nord de la France. Le productible est de 10, 20, 30% moins dans les cas les plus nébuleux qu'on puisse trouver en France. Mais on peut faire du photovoltaïque partout. Et on peut faire de l'agrivoltaïsme non seulement sur les terres agricoles, mais aussi sur les plans d'eau, sur l'aquaculture, sur les élevages de poissons. Et par exemple, à Taïwan, on a actuellement plus de 10 000 hectares d'agrivoltaïsme sur les mares d'élevage piscicole, qui sont des systèmes agrivoltaïques très performants. Donc il y a plein d'options possibles, mais il faut encore bien dimensionner le système pour respecter la production agricole. Alors André Bernard, Christian Duprat dit il faut dimensionner, il y a une décision politique à prendre. J'imagine que le syndicaliste agricole que vous planchez là-dessus. Il va falloir prendre des décisions rapidement et si possible les bonnes. Ben, on n'était pas plus tard que hier matin en entretien avec le cabinet de Mme Pallès-Rubacher sur ce sujet-là. Qui est Mme Pallès-Rubacher, la ministre de l'énergie. C'est Béchu, là. Non, la transition énergétique. Ah, énergétique, ouais. Il y a tellement de ministres. Quoi. Oui, non, mais moi, je me suis retrouvé très rapidement sur cette affaire-là parce que je n'étais pas là ces derniers jours. Et vendredi soir, on m'appelle, on me dit mercredi matin, il y a ce truc-là. Bon, ok. Alors, effectivement, il y a plusieurs sujets qu'il faut traiter. La taille des projets, est-ce que c'est un pourcentage, est-ce que c'est une limite d'hectares par exploitation? Ça fait partie des sujets, mais oui, il faudra trouver une solution. Deuxièmement, vous avez évoqué la rente du photovoltaïque. Il ne faut pas qu'on tombe dans des systèmes où à un moment donné, il n'y aurait plus de production dessous. Alors, bon, il y a quelques idées comme ça. Il y en a une entre autres, c'est de dire, s'il n'y a plus de production durable dessous quand on est dans un projet agrivoltaïque, l'énergéticien ne sera plus payé de l'électricité qu'il produit. Le bénéfice de l'électricité viendra alimenter le fonds de soutien aux calamités agricoles et au fonds assurantiel. Puisque c'est sur l'espace agricole qu'on fait du bénéfice et qu'on n'en produit plus, on récupère cet argent, on le met au bénéfice de l'assurance pour protéger les agriculteurs. Pardon André, s'il n'y a plus de production dessous, c'est pas la faute aux développeurs, c'est la faute à l'agriculteur. Il a signé un contrat avec un propriétaire, un exploitant, et lui, il tire un bénéfice. Il n'a qu'à trouver la bonne solution, le bon verrou. J'essaye de vous défendre. Non, mais ça fait partie des sujets qui sont... Oui, je comprends bien. Deuxième point aussi sur lequel il faut absolument qu'on soit cadré et que les choses soient bien claires. Quand on dépose un permis de construire pour construire une serre ou des ombrières, on a un permis de construire. Ce qui sous-entend que la parcelle peut être extraite du périmètre agricole et devenir une surface dite artificialisée. Ce qui veut dire qu'au moment où on démontera l'infrastructure énergétique, on pourrait échapper à l'agriculture et faire autre chose sur ces parcelles-là. Donc il faut bien que le sol reste à destination agricole et qu'elle puisse, si elles sont éligibles à la PAC, continuer de percevoir les aides PAC. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième, je l'ai perdu. Il y avait la surface, la garantie, et puis le troisième, c'est quoi? Je ne sais pas, moi, c'est pas moi qui étais à la réunion. Non, mais les questions qui Ah oui, la répartition de la valeur, oui, exact. Alors, effectivement, ça a été dit, les investissements sont très importants. Il y a une durée de 30 ou 40 ans pour aboutir. Nous militons, au niveau de la profession agricole, pour que demain les agriculteurs exploitants puissent rentrer dans le projet à un pourcentage à définir en fonction des moyens qu'il a, pour qu'il ait, lui, l'exploitant, une partie de la production énergétique. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la production agricole, elle est sujette à beaucoup de fluctuations climatiques. Maintenant, on se protège un peu, donc on est un peu moins. Mais on est quand même sujet à des problèmes de marché. Donc effectivement, si on a 5 ou 10% du projet qui est porté par l'agriculteur et qu'on a 5 à 10% de l'énergie produite qui revient au bénéfice de l'agriculteur, alors soit il autoconsomme, soit il en récupère la valeur, ça permettra d'assurer Alors je sais qu'il y a des opérateurs aujourd'hui qui font appel à du financement participatif local, aussi parce que c'est aussi un moyen d'associer le voisinage et l'environnement au projet. Donc on est au début. Alors la loi est venue préciser les choses, parce qu'effectivement on sait ce que c'est de l'agrivoltaïsme, parce qu'il y a quelques mois avant l'apparition de la loi, pour certains, à partir du moment où on mettait des panneaux au sol sur de la terre agricole, on faisait de l'agrivoltaïsme. Ça, il n'en est pas question. Nous, on a bien dit que ça doit être quelque chose qui améliore la capacité de production, ou qui permet de se protéger. Ça vaut pareil pour l'élevage. Je veux dire, je ne connais rien en élevage, mais
les poulaillers avec des grillages par-dessus, des filets par-dessus, et les poules sont à l'abri, notamment des oiseaux migrateurs. Pareil pour les bovins, ça les met à l'ombre, tout comme ça. Donc, on a beaucoup de pistes à explorer sur le plan de la technique, du montage juridique, financier, fiscal, de tout ça. On est au début. Et je pense que la mise en place de France Agrivoltaïsme par l'ensemble des composantes des gens qui sont intéressés par ce sujet-là montre bien qu'il y a une nécessité de travailler, d'être l'interface entre les différentes composantes de cette activité et de pouvoir apporter, être le porte-parole auprès des pouvoirs publics, auprès de la société aussi, parce qu'il faut communiquer globalement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai eu énormément de questions et aujourd'hui, tout le monde vient et tout le monde trouve ça super. Mais au début, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai entendu. Alors Stéphanie Anne, et puis après je me tourne vers Loïc. Stéphanie, j'imagine que tout ça, c'est dans les décrets qui sont en cours de préparation. Tout ça doit être précisé, mais ça ne doit pas être simple. Et puis il y a des enjeux, et Loïc les précisera aussi, énormes. Alors en effet, donc le 10 mars de cette année est paru au journal officiel la loi d'accélération des énergies renouvelables, dans laquelle figure la définition de l'agrivoltaïsme. Reste aujourd'hui à rédiger les décrets d'application. C'est ce qui est en cours par la DGEC, donc le ministère de la Transition énergétique. Et nous sommes en relation permanente avec eux pour transmettre le fruit du travail de la réflexion de nos commissions justement sur le sujet, puisque l'idée c'est vraiment de construire ensemble cette filière et que ces décrets vont être très importants pour poser les bases et les fondations de cette nouvelle filière. Donc il faut faire attention à être suffisamment exigeant pour respecter la production agricole sans pour autant poser des carcans infranchissables et administratifs extrêmement lourds, parce qu'on est aussi dans le cadre d'une loi d'accélération, dite d'accélération. On n'en prend pas forcément le chemin tel qu'elle est actuellement sur l'aspect général de la loi. Sur la définition de l'agrivoltaïsme, elle est plutôt satisfaisante par rapport à la vision que France Agrivoltaïsme défendait, qui était en fait la définition de l'ADEME. Et aujourd'hui, donc sur l'aspect de la définition, on est plutôt satisfait. En revanche, tout le travail des décrets va être très compliqué, il est extrêmement complexe, puisque l'idée, c'est de savoir où on pose le curseur. Est-ce qu'on pose des mesures précisément, ou est-ce qu'on donne des directions? Comment on va mesurer le revenu dit significatif dans la loi? Et tout ça est le fruit de longues discussions. Et je pense que les décrets vont poser un cadre qu'on n'espère pas trop fermé, mais que comme on est sur une filière du vivant et en même temps de l'innovation, elle sera en mutation permanente, cette filière. Donc il faut trouver petit à petit le meilleur chemin et le meilleur équilibre pour créer des modèles gagnant-gagnant à la fois pour l'agriculture et pour l'énergie, et évidemment que tout le monde y trouve son compte et que ce soit intéressant de développer ces modèles-là, sachant qu'il y a des modèles économiques pour porter ces projets, il en existe une multitude. Il y a la forme de loyer, parfois il n'y a pas de loyer, c'est simplement lorsque le développeur se paye avec l'électricité, mais fournit en contrepartie des infrastructures qui vont aider au développement de la production agricole. Il peut y avoir des financements participatifs, comme tu viens de l'évoquer. Enfin, même sur le plan de la modélisation économique, il y a plein de modèles différents qui sont en train d'être réfléchis et qui petit à petit se développent. Donc, il n'y a pas de modèle génial en agrivoltaïsme. Même la nature même de l'agrivoltaïsme, c'est de définir la bonne technologie avec la bonne culture, enfin la bonne production agricole, puisque aujourd'hui on est sur les fruits et légumes, mais n'oublions pas l'élevage non plus. Et donc, tout est dans l'équilibre entre la technologie qui apportera le meilleur service à la production agricole. Alors Loïc Mérès pour présenter la société Noé, mais vous êtes finalement le développeur de ce plateau. Est-ce que vous êtes d'accord avec toute la présentation qu'a faite André Bernard et Stéphanie Anne, c'est-à-dire finalement la garantie du modèle repose sur le développeur, et c'est le développeur d'assurer la bonne relation entre le voltaïsme et la production agricole? Pas nécessairement uniquement pour le développeur, et je pense que toute industrie a besoin d'une certaine réglementation. Et je rebondis sur ce que disait Stéphanie Anne. Attention à la surréglementation. D'abord parce que la loi qui vient du ciel
s'applique à des territoires qui sont tous différents. Quand on a traversé la rivière ou on a traversé la route, tous les territoires sont différents, ils ont des besoins différents. Donc ça, sur la surréglementation, c'est un vrai danger. On a besoin d'une loi. On a besoin d'une loi, on a besoin d'un cadre, ça c'est clair, pour éviter les dérives, pour éviter... On parlait des centrales avec 3 petits moutons dessous, donc ça c'est pas en effet de l'agrivoltaïsme. Donc voilà, ce point de vigilance sur la surréglementation et le travail sur les décrets est en effet fondamental pour aider le législateur à comprendre les besoins de l'agrivoltaïsme et de l'agriculture. Je voulais juste revenir sur 2 points précédemment sur la taille des centrales qui a été évoquée. Alors chez Enoé, on n'est pas fanat des centrales gigantesques de 1000 hectares dont parlait Christian. Je pense que si l'agrivoltaïsme a un grand avenir en France, c'est qu'il doit être accessible à, pas tous les agriculteurs, mais à une grande majorité d'agriculteurs. Il doit pouvoir être installé dans la Creuse, dans l'Indre ou dans le Nord-Pas-de-Calais, adapté à la taille de l'exploitation, bien entendu, pour pouvoir rendre un service. Et donc, tous les agriculteurs ont besoin d'un service. Des centrales de 100 ou 150 mégawatts ou 150 hectares, ça n'a aucun sens en termes d'agrivoltaïsme. On ne peut pas imaginer que la plaine de la Beauce ou les plaines picardes soient couvertes de panneaux photovoltaïques pour aller récolter du blé. Enfin, à mon sens, ce serait complètement stupide. Et l'autre point sur le loyer et le partage de la valeur, je pense que là, en effet, le législateur, s'il a de bonnes idées ou s'il est bien accompagné, peut trouver une solution intelligente pour encadrer les loyers. On encadre les loyers dans les grandes capitales aujourd'hui, enfin dans les grandes capitales régionales. On sait le faire, techniquement. Pourquoi ne pas appliquer cette même méthode sur l'encadrement des loyers dans l'agrivoltaïsme? Ça touche tellement de monde et tellement de territoires que ça serait tout à fait pertinent d'utiliser une méthode comme ça. Alors j'ai une question pratique qui est pour vous, mais pour tout le monde. Le producteur agricole, qu'il soit en fruits et légumes ou autre chose, il peut être propriétaire de sa terre ou il peut être fermier. Alors quand il est propriétaire, je vois à peu près comment ça se passe, mais quand il est fermier, c'est-à-dire qu'il loue sa terre à un autre, comment ça se passe quand on implante des panneaux? Parce que il peut s'arrêter, j'ai 50 ans, je passe un contrat avec vous, dans 15 ans je m'arrête, et les panneaux ils seront toujours là. Comment ça se passe tout ça? Mais André, c'est effectivement tout le travail sur lequel on est, quoi. Le tripartite, c'est-à-dire que le propriétaire du sol, l'exploitant agricole, et on vient poser par-dessus un exploitant énergéticien. Ben, c'est un contrat tripartite, c'est le ménage à 3. Dans le ménage à 3, des fois, il y a des histoires, donc on va utiliser le contrat tripartite, c'est plus simple. Mais le propriétaire peut céder, mais il cède avec un bail, parce que le bail va durer au-delà de la date de la vente. Et il y a un fermier qui peut être renouvelé ou qui peut changer. Donc tout ça, ça doit être écrit. Mais on peut, c'est possible. Alors, il y a encore, je suis loin d'être juriste, hein, il y a des points de superposition, donc il y a des trucs à approfondir. Mais on va trouver la solution. Parce qu'effectivement, il faut bien mettre un code de la route de ce qu'est l'agrivoltaïsme. Parce que il ne faut pas se bloquer. Je crois qu'on a toujours trouvé des solutions législatives et des problèmes réglementaires et fiscaux derrière. On doit trouver la solution. Voilà. Oui, Stéphanie, et puis Christian, peut-être? C'est tout l'enjeu de cette loi, en fait. L'un des enjeux majeurs, c'était d'assurer, puisque les décrets ne sont pas encore rédigés, c'est d'assurer la pérennité de la production agricole dans le temps, quels que soient les aléas de l'exploitation. Donc effectivement, il faut travailler sur ce sujet-là. L'idée d'avoir, André parlait de contrats tripartites, nous on parle même, on est en train de réfléchir à des contrats même quadripartites, puisque l'idée, en fait, pour assurer la production et la continuité de la production agricole, c'est peut-être d'avoir un expert, un conseil expert agronome de suivi de la production
production pendant toute l'installation, pendant le développement de l'installation, qui va être un acteur neutre, mais qui va être garant des résultats en fait agricoles de la production. Et du coup, si on a cet acteur complémentaire, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu moins, on va dire, dure que celle exprimée tout à l'heure, où on disait bah, c'est la faute du développeur s'il n'y a plus de production agricole. Et si on a mis le producteur agricole, c'est-à-dire l'exploitant, au cœur du projet, avec évidemment le propriétaire quand il n'est pas propriétaire, plus le développeur, plus un conseil agronomique qui va assurer un suivi neutre, qui peut être un conseil, qui peut être des chambres d'agriculture, enfin, il faut que ce soit libre pour chaque projet, mais du coup, on arrive à une structuration qui permet d'avoir un suivi du projet et qui sera cadré dans ces contrats quadripartites, par exemple. On est en train d'y travailler, donc les contrats ne sont pas encore prêts à sortir, mais c'est en tout cas un des sujets sur lesquels on travaille à France Agrivoltaïsme. Christian Duprat, c'est passionnant. On est au début d'une ère nouvelle, finalement. Oui, tout à fait. Je crois que là, on est un peu au cœur de la problématique. D'abord, j'aimerais rappeler que la loi interdit définitivement les centrales photovoltaïques au sol, sur terre agricole et sur terre forestière. On n'a plus le droit de défricher pour faire des centrales photovoltaïques. Ah oui, on s'en fiche. Maintenant, c'est interdit de toute façon. Interdit par la loi. Donc, on a sur terre agricole que l'option agrivoltaïque. Et là, il y a quand même quelque chose où on peut se rendre compte que la question du contrôle de est-ce que ça reste agricole, il y a deux grandes approches dans le monde. Il y en a une qui dit on va voir s'il y a des cultures et si elles produisent. Ça veut dire qu'il faut mesurer, il faut comparer avec le témoin au soleil, etc. C'est quand même compliqué. C'est compliqué en termes de contrôle, de régulation. Puis il y a une autre approche que moi je défends qui est de dire à la construction même de la centrale, on limite sa densité de panneaux photovoltaïques. Parce qu'à ce moment-là, si vous faites une centrale classique photovoltaïque au sol, en gros, c'est 5 000 à 6 000 mètres carrés de panneaux par hectare, c'est-à-dire que c'est un taux de couverture, si vous rapportez la surface de panneaux à la surface de sol, de 50 à 60%. On ne peut pas faire plus parce qu'après les panneaux se font de l'ombre et c'est pas bon. Mais si vous passez en agrivoltaïsme, si vous faites une centrale avec la même densité de panneaux, moi je vous garantis que les rendements ne suivront pas. Tous nos essais agronomiques le confirment. On est obligé de baisser la densité de panneaux. Et là, les constructeurs rechignent parce qu'il faut amortir une structure porteuse, il faut amortir des équipements avec de la production électrique. Et moi, j'avais défendu dès le départ qu'on divise par deux la densité maximale de panneaux autorisés à l'hectare. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 2500 à 3000 m² de panneaux par hectare dans un système agrivoltaïque. Si vous faites ça, le contrôle est très simple. Votre structure est-elle correcte ou pas? Quelle est la surface de panneaux par hectare que vous avez? Ça se voit tout de suite et c'est réglé. Il n'y a plus besoin de ce contrôle annuel. Et si vous avez cette densité de panneaux, alors il y a beaucoup de lumière sur la parcelle et le rendement des cultures est quasiment normaux. Donc il y a ces deux approches, soit par le contrôle du rendement, soit par le contrôle de la structure. C'est pas tranché. Certains pays, comme le Japon, ont choisi le contrôle du rendement et aujourd'hui, ça bloque tout investissement en agrivoltaïsme. Pourquoi? Parce que si au Japon, votre riz, parce que c'est souvent du riz ou du maraîchage, ne fait pas les 80% de rendement de référence, vous êtes obligé d'arrêter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques aujourd'hui ne veulent plus prêter pour investir dans de l'agrivoltaïsme au Japon parce qu'il y a le risque que le système s'arrête. Donc vous voyez que tout est lié, mais qu'au cœur, il y a la production agricole et il y a la lumière qu'on laisse à la production agricole. Tout est à faire, tout reste à faire. Est-ce qu'il y a, j'ai pas vu le temps passer tellement ça m'intéresse, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions? Alors, allez, les doigts se lèvent là. Une ici, mademoiselle, un jeune homme là-bas. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Aude Bressolier, journaliste pour la presse professionnelle agricole. Est-ce que dans la loi ou dans les décrets qui sont en train d'être travaillés, il y aura la notion de limitation de surface possible de développement en agrivoltaïsme et des notions de gisement potentiel par territoire, ou est-ce qu'on va vers du premier arrivé, premier servi? Alors, qui veut répondre? Loïc, allez, Loïc. Sur la partie pratique. Allez, plus près. C'est bon? Voilà. Sur ce point-là,
Pardon, est-ce que vous pouvez juste me reprendre la question parce que j'avais demandé s'il y avait le décret allait prévoir une limitation, une surface maximum en agrovoltaïsme et une répartition au niveau des territoires. Alors par définition, l'agrivoltaïsme, c'est un service à l'agriculture, donc il ne serait pas intégré, entre guillemets, dans les zones de développement, d'accélération du développement des ENR. Puisque on pourrait imaginer qu'une parcelle qui se trouve de l'autre côté de la zone frontière qui aurait été délimitée par la préfecture ne pourrait pas bénéficier d'un système de protection de ces cultures juste parce qu'elle n'est pas sur la bonne parcelle ou elle n'est pas sur la bonne ligne droite. Donc, a priori, on partirait vers une séparation entre les deux. André, oui. Il y a quand même un frein à l'installation sur certains territoires, c'est la capacité de raccordement. Donc effectivement, il y a une taille au réseau. En dessous d'un certain niveau, ce n'est pas rentable pour l'énergéticien, parce que les frais d'études, d'installation et le raccordement ne sont pas rentables. Et au-delà d'une certaine surface, la production que vous faites, le réseau n'est pas capable de le récupérer. Alors, effectivement, il y a quelques grands énergéticiens qui avaient déjà postulé pour des raccordements pour faire du photovoltaïque au sol. Vous venez de le dire, la loi les écarte, sauf quelques aménagements. Voilà, on sait très bien qu'il y en a qui vont faire comme ça. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même cette barrière-là. Il y a une taille minimum pour que ce soit rentable pour l'énergéticien, mais qu'il faut aussi que l'agriculteur puisse le supporter. Parce que quand vous amenez 2 hectares ou 3 de serre d'un coup à un agriculteur, derrière, il faut l'équiper de la serre. Parce que bon, certes, l'infrastructure est là, mais derrière, il faut amener tout le suivi derrière. Et pour l'instant, les financements qui étaient possibles à l'agriculture n'étaient pas possibles quand on était sous serre photovoltaïque. On supprimait la PAC, on n'avait pas droit aux aides à l'investissement et autres. Bon, j'espère que dans le cadre du plan de relance souveraineté fruits et légumes, on va là aussi élargir le champ d'action. Et puis, il y a des territoires pour lesquels vous ne pouvez pas vous raccorder parce que le réseau de desserte n'est pas suffisamment calibré pour recevoir l'énergie produite. Moi, chez nous, ils ont dû installer des transformateurs, retirer des câbles et tous ces trucs-là. Et au-delà d'une certaine surface, certains volumes produits qui est lié à la surface, ça passe pas. Donc, mais par contre, on a quand même intérêt, je dirais, à installer le maximum de sites qui permet à des agriculteurs d'avoir cette opportunité-là. C'est quand même aussi un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que ça génère aussi une redevance, une taxe, un impôt que perçoivent les collectivités territoriales, départements et EPCI. Moi je milite pour que cet argent-là, qui va rentrer dans les caisses des collectivités, soit réinjecté sur le territoire au bénéfice de l'agriculture et que ça sert de levier pour aller chercher des fonds européens, notamment sur un sujet majeur qui est la sécurisation sur les territoires, à condition qu'on ait du FEDER derrière. Là, on sort du sujet photovoltaïque. André Bernard, il voit toujours très loin. Et le problème, c'est qu'on a tellement de choses qui nous pénalisent, quand on peut en imaginer des nouvelles, il faut pas des nouvelles, utiliser celles qui existent. Voilà. Stéphane. Oui, sur les freins aussi, effectivement, quand on a passé le problème du raccordement, après, il y a quand même tout un frein un certain nombre de freins dans les territoires qui font que, on ne pourra pas, comme on disait tout à l'heure, avoir de l'agrivoltaïsme partout. En plus, ça n'est pas l'objectif, mais en plus, il y a certains freins sur lesquels il faut travailler aussi, qui sont les problèmes des appellations contrôlées, les problèmes patrimoniaux également, quand vous êtes dans un périmètre patrimonial. Voilà, mais ça, c'est aussi des débats qui sont en réflexion avec, d'une part, le ministère de la Culture et la Direction du Patrimoine, d'autre part, on a eu une réunion en début d'année avec l'INAO, justement, parce que les différentes appellations commencent à prendre conscience de l'intérêt de l'agrivoltaïsme et réfléchissent à la façon dont on peut intégrer ces nouveaux outils dans la notion de terroir et de réfléchir à voir comment ces nouveaux outils ne dénaturent pas le terroir et comment ça peut être compatible. Voilà, donc c'est aussi un certain nombre de freins. Et puis la dernière chose, c'est que par rapport au volume dont vous parliez, l'idée c'est que dès lors que la loi a posé la reconnaissance de la filière agrivoltaïque en tant que telle, eh bien, il y a aussi une reconnaissance dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque elle est en cours de débat et que, du coup, l'idée, c'est d'avoir un espace dédié à l'agrivoltaïsme. Il y avait une autre question. Oui, d'abord le jeune homme derrière et puis il y a Emmanuel. Oui, bonjour. Peut-être Présentez-vous, s'il vous plaît. David Choupisser, Insolite. On est une société qui développe des solutions agrivoltaïques. Peut-être un commentaire sur le rebondissement sur le commentaire de M. Duprat par rapport
aux définitions techniques de l'agrivoltaïsme, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention dans les définitions techniques, par exemple en termes de nombre de panneaux par hectare, de faire attention de ne pas exclure certaines technologies. Je pense notamment aux panneaux semi-transparents qui permettent d'apporter une véritable plus-value aux cultures par les effets de protection qu'ils peuvent avoir. Et on devrait vraiment parler plutôt d'ombrage ou autre. Et on voit que de faire enfin, l'Italie, par exemple, a déjà défini des lois où il limite à 60% le nombre de panneaux par hectare. C'est des lois qui vont en défaveur de certaines solutions agrivoltaïques qui peuvent vraiment être au bénéfice des cultures. Et on le voit aussi avec les lois sur le CO2 et les impacts carbone des panneaux en France. C'est une loi qui limite le déploiement de solutions agrivoltaïques vraiment qui sont au bénéfice des cultures aujourd'hui. Je parle de la nôtre, mais aussi de solutions concurrentes. Oui, je réagis au tac au tac, vous avez parfaitement raison. Il est évident que quand on met des panneaux semi-transparents, on corrige la surface de panneaux par leur transparence. Donc ça, on peut parfaitement intégrer les panneaux bifaciaux, les panneaux semi-transparents dans un calcul de limite. Non, il y avait... Bon, alors il y avait Emmanuel là aussi. Vas-y. Jean-Louis Busquet, journaliste, rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Plein Soleil, plutôt côté énergie, vous voyez, donc l'énergie rejoint l'agriculture. Mais André Bernard, vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez dit dans l'histoire de l'agriculture, on n'a, je pense, jamais eu une telle opportunité. C'est très fort. Et finalement, quand les développeurs essaient de travailler sur des projets agrivoltaïques, les chambres d'agriculture ne sont pas toujours aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu que vous prononcez là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui avec les chambres d'agriculture, le rapport qu'il peut y avoir, avec ce diktat de dire la souveraineté agricole avant tout? Merci de votre réponse. La souveraineté agricole et alimentaire, elle est essentielle. Et effectivement, alors, je suis un peu atypique, je dois vous dire, parce que je vous ai rappelé qu'il y a 15 ans que j'ai commencé dans le dossier. Je me suis pris quelques cartouches, avec beaucoup de S, parce qu'il y avait beaucoup de cartouches. Et j'ai traversé, et j'ai démontré, et je me suis fait traiter de tout. Et j'ai reçu sur la ferme, sous la serre, et comme le domaine expérimental de la Chambre d'agriculture est à 1 km de la maison, le hasard fait qu'on fait systématiquement les deux. Si j'avais que 50 € par le nombre de personnes que j'ai reçues, je pourrais passer quelques bons mois de vacances. Et j'ai expliqué les choses, et maintenant les gens ont compris. Alors oui, les chambres d'agriculture, il y a encore, et même, je ne cache pas qu'il y a des débats, et sur un autre sujet qui n'est pas l'agrivoltaïsme, qui est la méthanisation. J'ai de mes collègues de 30 ans qui m'ont dit « André, tu as sûrement raison, mais par principe, on peut être d'accord avec toi. » Et les mêmes m'ont emmerdé. Alors j'ai dit « Vous m'avez emmerdé sur le photo, excusez-moi d'être vulgaire, mais vous m'avez bien embêté sur le photovoltaïque pendant 15 ans, vous n'allez pas m'embêter sur la méthanisation maintenant. » Parce que oui, je considère que l'agrivoltaïsme est une chance que nous avons rarement eu au niveau du monde agricole, c'est de pouvoir avoir des outils qui sont financés par le soleil, pour pouvoir se protéger des éléments climatiques extrêmes sans avoir à investir. Ça, c'était il y a 5-6 ans en arrière. Aujourd'hui, nous devons, au vu du résultat, amener les agriculteurs à investir en partie dans les projets pour avoir une partie du revenu de l'énergie produite sur notre espace pour soulager ou soutenir ou accompagner nos exploitations agricoles en production alimentaire qui peuvent subir des crises. Parce que l'énergie aujourd'hui, le coût de l'énergie, la dépense énergétique, qu'elle soit en électricité ou en carburant ou en gaz, elle est supérieure à la dépense alimentaire. Et par l'agrivoltaïsme et par la méthanisation, le monde agricole a une capacité à demain répondre à un défi de production de ces énergies renouvelables décarbonées et créer de la valeur et accompagner les exploitations agricoles. Alors on me dit souvent, mais oui, mais le paysan, c'est fait pour produire ce qu'on mange. Ben, j'écoute, moi, mes grands-pères, ils faisaient de la garance, du verre à soie, du millet à balai et du foin pour faire avancer les chevaux. Moi, je fais de l'électricité pour tous nos besoins, et demain, on va faire du gaz pour faire marcher nos camions, nos tracteurs. Voilà. En continuant à faire de l'agriculture. Parce qu'on peut combiner les deux, et on doit combiner les deux. Et idem pour, je veux dire, si l'agrivoltaïsme apporte, maintenant, c'est démontré que c'est un plus pour l'agriculture. Je pense que l'autre sujet, la méthanisation, c'est pareil. Mais bon, on verra, rendez-vous dans 10 ans pour en parler. Hein. Mais aujourd'hui, je l'affirme haut et fort. Oui, j'ai des gens, des présidents de chambre, des élus de chambre, qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais ce n'est pas parce que certains ne sont pas que je n'ai pas avancé. Et le poste que j'occupe aujourd'hui au niveau national et régional, alors effectivement, dans la région, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais on est libre de ne pas être d'accord, on peut discuter, mais il ne faut pas que ceux qui sont contre bloquent ceux qui veulent avancer.
Merci André. On va prendre une dernière question, mais avant on libère Stéphanie Ham qui est en train de prendre, mais dites un dernier mot. Non, allez-y. Je voulais juste, par rapport à la question de monsieur, et rebondir sur ce que disait André, au-delà des chambres d'agriculture, il y a aussi les CDP-NAF, les DDT, etc. Et que, en fait, toujours, on se répète, mais on est à la construction de la filière. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès de tous les instructeurs, toutes les parties prenantes, tous les acteurs. Et en fait, c'est de la responsabilité de chacun, à son échelle, de faire ces pédagogies, comme André le fait en faisant visiter son exploitation, par exemple. Nous, à France Agrivoltaïsme, on a entrepris un tour de France de l'agrivoltaïsme, justement, pour aller à la rencontre de tous ces acteurs, pour aller expliquer, en fait, quels sont les bienfaits de l'agrivoltaïsme, quels sont les enjeux auxquels ils répondent, et effectivement, comprendre les freins dans les territoires et essayer ensemble de lever ces freins. Mais comme on est au début de la filière, il y a un travail à faire, et moi, on a commencé ce Tour de France il y a 1 an, et je sens maintenant vraiment la différence de discours des interlocuteurs qu'on peut rencontrer par rapport à l'année dernière. Les choses ont beaucoup évolué, et je suis assez optimiste sur la poursuite de cette évolution dans le bon sens. Stéphanie Anne-Pigné, si vous devez y aller, vous ne gênez pas. Nous, on prend la dernière question, mais franchement, vous ne gênez pas. Dernière question ici, là, Emmanuel. Présente-toi, s'il te plaît. Voilà. Bonjour, Emmanuel Pelé pour Végétable. 2 toutes petites questions. La première sur la loi, est-ce qu'elle prévoit d'exclure les zones Natura 2000 de l'agrivoltaïsme? Et la deuxième, comme ça. Et la deuxième, ça me revient. Sur l'arboriculture, est-ce qu'on peut installer des centrales photovoltaïques sur des vergers existants, ou bien ça ne concerne que les nouvelles plantations? Alors, Natura 2000 et vergers existants. Vergers existants, Loïc? Alors, oui, sur les vergers existants, oui, c'est techniquement tout à fait faisable. Alors, on va privilégier l'arboriculture en haie, donc à peu près le même profil que sur de la vigne. Simplement, il va falloir qu'à un moment donné qu'on arrache pour pouvoir poser les poteaux, pour pouvoir, bien sûr, mais on ne met pas un rang de capteurs photovoltaïques par rang de vignes ou d'arbres. Donc c'est tous les 3, 4, 5, 6 rangs. Ça va dépendre de la hauteur et des besoins. Mais c'est tout à fait, l'implantation, ça fonctionne très bien. Et Natura 2000, qui c'est qui répond? Natura 2000, il n'y a pas d'objection à travailler sur un terrain classé en Natura 2000. Disons que, André, il faudra voir comment l'administration va réagir, parce que l'administration, on ne peut pas faire du photovoltaïque en zone inondable. Alors on peut mettre des filets dans des arbres en zone inondable, mais on ne peut pas mettre les mêmes piquets, les mêmes pieux qui vont porter des hommes. Quel est le rapport avec le problème? Parce que les filets, tu as besoin de permis de construire, et quand on veut faire des ombrières dynamiques, on est sur des permis de construire. Donc l'administration, on n'y va pas. Voilà. Ces zones inondables, pas de serre. Ils ont une artillerie, enfin une gamme de moyens de bloquer qui est assez longue, quoi. Alors je sais pas, Natura 2000, j'ai pas encore. Je sais que dans les parcs, il y a des discussions parce qu'effectivement, le paysage, tout ça. Oui. Alors dans le parc, on veut de l'agriculture de proximité, mais on ne peut plus traiter les cerisiers parce qu'il y a de la mouche, mais on ne veut pas de filet, et on fait comment? On suce les cailloux. Eh bien, continuons comme ça. Christian Duprat, ah oui, Loïc, vous voulez ajouter un mot? Et puis après, je donne le mot de la fin à Christian Duprat. Allez-y. Juste sur l'aspect pratique, donc en tant que développeur, on est confronté en effet à l'administration, aux chambres d'agriculture. Il y a presque autant d'avis que de chambres d'agriculture et de départements en France. Ça, c'est le tableau général. Maintenant, il y a, c'est très satisfaisant pour les développeurs, des départements qui sont très moteurs au niveau de la chambre d'agriculture, qui sont très très moteurs, qui croient complètement au projet, à ces projets-là, avec justement une installation sur des petites entreprises, des petites exploitations, donc quelque chose de très diffus, et qui sont moteurs et qui apportent des projets, qui apportent des candidats à des projets agrivoltaïques. Après, l'administration a un cahier des charges, elle doit remplir, elle doit cocher des cases en fonction du profil de projet. Aujourd'hui, la loi va adapter le code de l'urbanisme, donc toutes les cases ne sont pas encore ouvertes dans la loi et dans les textes. Donc il y a en effet les administrations qui essayent de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour arrêter le projet.
Christian Duprat, je vais vous donner le mot de la fin. Finalement, si on comprend bien, c'est une opportunité formidable pour l'agriculture, mais aussi finalement pour notre autonomie énergétique. Il y a besoin d'un encadrement, mais il ne faut pas que l'encadrement il soit étouffant. Tout à fait. Moi, ce que je pourrais quand même dire en conclusion, c'est que en France, on est en avance. Et là, sur ce sujet, on est même leader mondiaux. Donc, pour une fois que ça arrive, profitons-en. Le premier prototype expérimental d'agrivoltaïsme, on l'a installé à Montpellier en 2010. C'était le premier d'Europe et quasiment le premier au monde parce que les Japonais étaient en avance. Ils avaient déjà fait des centrales, mais pas expérimentales. C'était chez les agriculteurs, ils avaient mis des panneaux, etc. Mais nous, on est les premiers à avoir fait des vraies expériences, à mesurer la production en fonction de la densité de panneaux, de leur mouvement, etc. Et puis la première centrale vraiment en activité de grande dimension, elle est ici, à côté de Perpignan, à Tresserre. Donc voilà, on est quand même en pointe. C'est de la vigne, c'est ça, c'est sur de la vigne. Elle a maintenant 4 ans, 5 ans. Donc on est vraiment en pointe et profitons-en. Eh bien, merci à tous. Merci André Bernard, merci Loïc Mérès, merci Christian Duprat, merci Stéphanie Anne qui a dû nous quitter. Et merci à vous parce que vous avez prouvé qu'on pouvait faire un débat à Metzfeld le dernier jour à 16h. Il est 17h06. Merci à tous. On termine sur une note positive. On est leader mondial, donc profitons-en. Merci et à l'année prochaine pour Metzfeld 2024. Voilà.